Présenter sa réforme de la voie professionnelle. Alors évidemment, les réactions sont multiples. On va décortiquer tout cela avec nos invités. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie de recevoir Pascal Vivier. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Pascal, vous êtes un habitué, secrétaire général du SNETA. Merci d'être également avec nous. Christophe Marion aussi, je vous accueille avec joie une nouvelle fois. Député Renaissance du Loir-et-Cher. Alors, zéro décrocheur, 100% d'insertion professionnelle, en finir avec la voie de garage, évidemment entre guillemets, c'est pas moi qui le pense, c'est eux qui le disent. Voilà l'objectif d'Emmanuel Macron pour la réforme de la voie professionnelle, un sujet qui nous occupe souvent, beaucoup ici, et vous deux en particulier. Est-ce qu'on va dans le bon sens avec cette réforme, Christophe Marion ? Indéniablement, je pense qu'on va dans le bon sens. Parce que d'une part, parce qu'on y met des moyens. Enfin, on met des moyens dans le lycée professionnel. Lesquels ? 1 milliard d'euros supplémentaires sur le budget consacré au lycée professionnel par an. C'est pas un one-shot, c'est pas un seul coup. Par an pendant combien de temps ? Eh bien, au moins pendant le quinquennat, pendant la durée du quinquennat. Encore 4 ans. Et on met 2,5 milliards dans le cadre de France 2030 pour créer de nouvelles formations et notamment mettre en face des formations les plateaux techniques. Parce que vous savez, dans les lycées professionnels, c'est quand même ça l'enjeu. Il faut des plateaux techniques qui sont parfaitement adaptés aux nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il faut de l'argent pour faire ces plateaux techniques. 2,5 milliards prévus dans le cadre de France 2030, qui seront évidemment mobilisés avec les régions, parce que sur ces sujets-là, il faut travailler avec les régions. Déjà une réaction, Pascal Vivier, à ces deux mesures précisément, en tout cas sur le financement ? Je dirais déjà que ma vérité, c'est de dire que j'ai été mal à l'aise quand j'ai écouté le président de la République, tellement j'ai été surpris. Surpris parce que le discours, je pouvais presque y souscrire. Les objectifs que vous avez définis ici ou rappelés sont des objectifs qu'on reconnaît. Oui, il faut lutter contre le décrochage scolaire, il faut lutter contre l'orientation subie, il faut lutter pour une insertion réussie en enseignement supérieur ou en enseignement à l'emploi. Mais j'allais dire, c'est un très beau discours que j'aurais aimé avoir en juillet 2022 et malheureusement on a passé 9 mois à combattre des provocations en permanence sur le lycée pro, sur les personnels. Donc ce discours est bienvenu, il pose aujourd'hui un grand nombre de questions et donc on va voir si des discussions s'ouvrent pour essayer de résoudre les questions. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie volonté de dire le lycée professionnel est une priorité, que les jeunes en lycée professionnel doivent être valorisés, et c'est ce qu'on appelle la gratification. Et donc, la gratification va coûter quand même 500 millions d'euros, donc c'est pas rien. Se posent les questions techniques, comment ça va se faire. Mais en tout cas, on peut dire que le discours sur le lycée professionnel a été un discours plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas discuter et qui nous interpellent, mais en tout cas, c'était un discours surprenant après 9 mois de combat. Alors, surprenant, c'est ce qui a fait que vous étiez mal à l'aise, comme vous dites, parce que ce malaise, quel est-il ? C'est les 9 mois en trop ? Ou en tout cas, ou justement pas en trop, ou est-ce que c'est le malaise du discours ? J'arrive pas à saisir. Non, c'était pas le malaise sur le discours, c'était les 9 mois qu'on a passés à combattre, à devoir faire des jours de grève, à combattre le fait que l'entreprise devait devenir président du conseil d'administration, que le lycée professionnel était responsable du décrochage scolaire. Mais alors, je l'entends, mais ça veut dire quoi ? C'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un problème entre le gouvernement, donc dans son ensemble, et le chef de l'État ? C'est quoi, selon vous ? Je pense qu'il faut mieux poser la question. Oui, mais ce qui m'intéresse, justement, c'est, et bien entendu, vous imaginez bien que je vais faire réagir Christophe Marion sur la question, mais justement, de votre point de vue. Là, vous êtes mal à l'aise, par exemple. Pardon ? Là, vous êtes mal à l'aise. Non, je suis pas mal à l'aise. Je vous dis ma vérité, et il est rare qu'on puisse dire qu'un discours a été volontariste et plutôt positif, et j'ose le dire. En revanche, c'est 9 mois gâchés, donc comment on fait pour que les mois qui arrivent ne soient pas encore des mois gâchés ? Bon, il a esquivé un peu ma question, d'accord. Christophe Marion, répondez alors. Du coup. Il y a eu un malentendu dès le départ qui est lié à la prise de position du président de la République qui a dit on va multiplier le nombre de semaines de stage par 2. Et en fait, cette annonce-là a beaucoup crispé au sein des lycées professionnels. Vous l'avez compris ? Je l'ai compris, je l'ai vécu parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Et au fond, ça a créé un véritable malaise. Il faut bien imaginer l'état aujourd'hui d'éducation nationale, enseignement général, enseignement
l'enseignement professionnel. Il y a eu de multiples réformes. Il y a eu la transformation de la voie professionnelle portée lors du précédent quinquennat. Et tout le monde est très tendu. Donc, les peurs, les représentations, elles sont multiples. On pense qu'on va transformer le lycée professionnel en centre d'apprentissage. On pense qu'on va détruire l'enseignement général au profit d'un enseignement professionnel. On va créer de la chair à canon pour les entreprises. Je parle des élèves de lycée professionnel. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Et évidemment, l'affirmation selon laquelle on allait multiplier par 2 le nombre de semaines de stage, ça a renforcé l'inquiétude chez les enseignants. Les annonces du président de la République la semaine dernière sont, à mon avis, de nature à rassurer tout le monde. Maintenant, je vous rejoins, il faut travailler, le diable se nichant dans les détails, il faut évidemment avancer avec notamment les représentations syndicales, avec les enseignants eux-mêmes, avec les chefs d'établissement, pour mettre en musique maintenant les annonces qui ont été faites, mais qui sont, me semble-t-il, de nature à conforter le discours selon lequel le lycée professionnel est une voie d'excellence. Alors parlons justement des points en question sur ces annonces et donc cette réforme de la voie professionnelle. Nous avons reçu hier Sophie Taillé-Polian qui parle d'institutionnalisation, de tri social avec ces nouvelles mesures. Une réaction ? C'est un discours qui pour moi est insupportable et je fais vraiment la différence entre ma fonction de représentant des personnels et de syndicaliste et d'autres fonctions qui sont politique. Moi, je ne peux pas concevoir que le lycée professionnel serait un marqueur et une reproduction de catégories socio-professionnelles défavorisées. C'est ce qu'elle redoute d'ailleurs en disant ça. Hein, moi, je veux bien qu'on le redoute, mais en tout cas, ce que je sais, et ce qu'on vit, c'est qu'actuellement, les élèves que nous avons sont des élèves qui sont en grande difficulté scolaire, qui sont issus des familles les plus pauvres, qui sont orientés par l'échec en fin de troisième parce qu'ils n'ont pas la moyenne, qui ont des vraies difficultés de lecture et d'écriture, et qui, quand on les écoute, et vous avez reçu plusieurs fois Dylan Ayassi et son collectif, le disent très clairement, ils savent qu'ils sont là parce qu'ils sont en échec. Donc comment on fait pour que ces élèves qui, à 15 ans, sont orientés en lycée professionnel, nous arrivent pas dans cet état-là? Et comment on fait pour repérer de nouveaux talents qui ne soient pas forcément des talents académiques? Et comment on rustine et avec des moyens pour les remettre à niveau. Alors justement, je vous pose la question, Christophe Marien, comment on fait, si on parle de ce point précis, l'orientation, pour que cette orientation ne soit plus subie, mais qu'elle soit choisie? Qu'à un moment, on se dise, la voie professionnelle, c'est aussi une façon pour moi, qui veut devenir donc ingénieur, artisan, je ne sais pas, coiffeuse ou autre, qui puisse aller vers cette voie parce que c'est la bonne voie pour moi, qui est la voie qui fait que je vais m'épanouir dans mon travail et m'émanciper. D'abord, la première chose, c'est d'être en capacité de proposer des formations qui conduisent soit vers l'emploi, soit vers la poursuite d'études. On a des inquiétudes qui sont liées à la carte des formations aujourd'hui. On a des formations aujourd'hui qui conduisent nulle part. Mais pourquoi il y a ça? Mais parce que... On ne va pas se dire à chaque fois, c'est à cause des différentes réformes, etc. Non, mais on a en gros 550 formations à peu près, me semble-t-il. On est en capacité d'en renouveler ou de les revoir, de les toiletter, environ une trentaine par an. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des formations qui existent et qui sont dispensées, qui ont été créées il y a 20 ans. Donc évidemment qu'elles ne correspondent plus forcément au contexte économique. Si on parle d'Emmanuel Macron, pourquoi attendre 6 ans avant de remettre tout ça? Parce que, me semble-t-il, il a déjà fait beaucoup de réformes, qui lui ont d'ailleurs été reprochées pour certaines, je pense à la réforme du lycée, et il a annoncé très clairement pendant la campagne présidentielle l'année dernière que ce quinquennat serait le quinquennat de la réforme des lycées professionnels. Donc il faut déjà des formations qui sont, qui peuvent permettre de déboucher vers l'emploi ou vers des études supérieures, hein, évidemment. Formations... Alors pardon, je vous permets, parce que c'est toute la question aussi, de se demander justement pourquoi ces élèves, tout d'un coup, on leur refuse, ou en tout cas on ne les pousse pas vers les études supérieures. Les élèves actuellement, pour 80% des bacheliers professionnels, participent à Parcoursup. C'est-à-dire qu'ils veulent poursuivre leurs études en enseignement supérieur. Et ça, c'est un fait nouveau qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Le Bac Pro, quand il a été créé en 1985, il avait comme finalité l'accès à l'emploi. C'était une insertion directement en emploi. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus les mêmes, ils n'ont plus redoublé. Ils sont beaucoup plus jeunes, donc, et ils arrivent parfois, souvent même, à avoir le bac en étant mineurs. Donc ils veulent
l'enseignement supérieur. On sait que la voie de la réussite, ce sont les BTS, les licences pro, et pour les meilleurs d'entre eux, les écoles d'ingénieurs. Les places en BTS n'ont pas évolué depuis 1995, quand le nombre de bacheliers a été multiplié par 3. Donc là aussi, dire on a sur les bras des élèves qui ont le bac pro, qui sont mineurs et qui ne sont pas en emploi 3 mois après, ça peut être normal, c'est Parcoursup qui ne les a pas pris dans l'enseignement supérieur. Donc nous, et on ne cesse de le dire, un diplôme professionnel, il doit avoir la double finalité obligatoire. Première finalité, l'insertion à l'emploi. Deuxième finalité, l'enseignement supérieur ou la voie supérieure. C'est-à-dire que pour un élève qui est en CAP, et c'est le manque, j'allais dire, des annonces, quand bien même on pourrait tout en discuter, du discours présidentiel. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est qu'on n'a pas parlé du CAP. Là où il y a le plus de difficultés. C'est prévu, Christophe Marion? Alors, c'est prévu, mais je voudrais peut-être revenir sur la poursuite d'études dans le supérieur. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les jeunes de lycée professionnel qui poursuivent en BTS échouent plus souvent que des jeunes qui viennent de filière générale. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut retravailler la fin de l'année terminale. L'idée qui est évoquée dans cette réforme, c'est de calquer au fond le calendrier sur le baccalauréat général, de faire en sorte que la plupart des épreuves soient passées en mars, qu'ensuite, finalement, il y ait 2 possibilités laissées aux élèves. Pour ceux qui choisissent d'aller vers l'emploi, 8 semaines de stage. Pour ceux qui choisissent plutôt d'aller dans l'enseignement supérieur ou qui souhaitent aller dans l'enseignement supérieur, 4 semaines de stage en entreprise et 4 semaines retour à l'école, c'est-à-dire qu'on redonne du sens au 3e trimestre de terminale, 4 semaines à l'école pour avoir un surplus de formation générale. C'est mieux que rien, d'accord. Oui. Enfin, est-ce que 4 semaines suffisent à pouvoir réussir son BTS? C'est une manière de remettre à niveau, de les préparer. Alors ça, c'est un sujet. Ne soyons pas hypocrites. 4 semaines, ça ne suffit pas. Ça les prépare, en tous les cas, mieux que c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, l'idée d'avoir un BTS qui puisse être fait éventuellement en 3 ans, et pas en 2 pour des élèves qui ont besoin de 3 ans pour réussir le BTS, je crois que la porte, elle est ouverte aussi sur ce sujet. Mais est-ce que ces élèves-là ont les moyens de pouvoir vivre justement sur 3 ans leurs études? Pardon, question un peu innocente, mais c'est les élèves souvent qui sont dans des situations, des familles défavorisées. Apprendre, être à l'école, ça coûte. Alors, est-ce que c'est possible 3 ans? On pourrait l'imaginer ou pas? Pour un grand nombre d'élèves, non, c'est pas possible. Ils sont issus de familles très défavorisées et l'enseignement supérieur coûte, quand bien même on dit qu'elle est gratuite en France, elle coûte de l'argent et donc non. Et par exemple, sur la gratification pour les jeunes de lycée professionnel pendant les périodes de formation, et là aussi, j'ai entendu beaucoup de choses. Les semaines en entreprise ne sont pas des semaines de découverte professionnelle, comme en 3e, la semaine de 3e de découverte où on a les mains dans le dos et on regarde le professionnel. Non, ce sont des périodes de formation. Donc on apprend en entreprise et l'entreprise devient un support pédagogique, on y apprend des choses. Donc elles servent à quelque chose. En tout cas, ils sont censés y apprendre, hein, parce qu'on a quand même vu des témoignages de jeunes qui disaient non, moi j'étais là pour juste trier, mettre des... Permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Ouais. C'est juste. Moi, j'aurais aimé aussi, et c'est là que je souhaite l'ouverture de vraies discussions, parce qu'il n'y a aucune contrainte sur les entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont capables de nous donner des lieux de stage qui correspondent au programme et au référentiel où les élèves ne s'ennuient pas? On a un élève sur 2 qui nous avoue s'ennuyer mortellement en période de formation en milieu professionnel. Donc ça, il faut qu'on y veille. Il faut qu'il réponde à une carte. J'allais dire, c'est le point manquant. De faire croire que l'école est éloignée de l'entreprise, le lycée professionnel, pour lui, l'entreprise, c'est l'artisan du coin, c'est le coiffeur, c'est l'esthéticienne, c'est le petit artisan, c'est le tourneur-fraiseur à son compte. Nous, c'est pas l'entreprise, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié, avec qui on travaille tous les jours. En revanche, on est face à une réalité qui est de dire nous sommes tous en concurrence pour trouver des lieux de stage. En concurrence avec les élèves de 3e, qui font la découverte professionnelle. Même de 5e maintenant. Maintenant, ça sera Là aussi, vous posiez la question tout à l'heure, comment on fait pour que les élèves aient une meilleure orientation? Mais déjà, il faut les repérer très tôt et essayer de leur donner ce qui leur manque.
et de leur faire découvrir de nouveaux talents, c'est-à-dire une appétence, pourquoi pas, vers des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc, sur une réforme de l'enseignement professionnel, si elle ne touche pas le collège et si elle ne touche pas l'enseignement supérieur, elle ne peut pas fonctionner. Mais pour revenir sur les lieux de stage, on est en concurrence avec tout le monde. Les élèves de CAP sont en stage. Les élèves de Bac Pro sont 22 semaines en stage. Les élèves de BTS, plus de 3 mois en stage. Maintenant, les élèves de licence pro, de Master 2, plus tous les apprentis. Et donc les entreprises, ce n'est pas leur mission. Leur mission, ce n'est pas de remplacer l'école. Elle veut bien former, un peu aider, mais elle n'est pas là pour prendre tout le déversoir de l'école. Donc nous aussi, l'engagement prioritaire du président de la République, est-ce qu'il est sur les lycées professionnels pour qu'il y ait un engagement des entreprises de nous donner des lieux de stage qui répondent au référentiel, c'est-à-dire des lieux de stage sexy où les élèves se découvrent de vrais talents et aiment le métier vers lequel ils se destinent. La réponse, Christophe Marion. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui, l'engagement de l'État, il est fort. L'État prend en charge la gratification des élèves qui seront en formation dans les entreprises. Qui dit gratification, pour ceux qui nous regardent, dit rémunération. Oui. Voilà, 50 euros, 75 euros, jusqu'à 100 euros par semaine. Mais ça veut dire que les entreprises ne paieront pas cette gratification. C'est l'État qui prend en charge. Ce qui veut dire que nous devons être exigeants vis-à-vis des entreprises. Si la collectivité fait cet effort pour prendre en charge la gratification des élèves, ça veut dire que les entreprises, on attend d'elles des choses en termes de qualité de formation. Et il faudra être extrêmement attentif à ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fait que cette réforme des lycées professionnels, s'il n'y a pas de réforme du collège, elle n'a pas de sens. On voit arriver aujourd'hui des élèves en lycée professionnel qui considèrent que c'est une voie de garage. Ils ont accumulé les difficultés au long de leur parcours de collège, et donc il faut retravailler sur les fondamentaux, notamment en collège, et puis il faut mettre en place une véritable aide à l'orientation dès la 5e. Il y a des expérimentations qui sont menées, il faut faire découvrir de nouveaux métiers aux élèves, il faut rendre ces métiers sexy, et là il y a un énorme travail à faire parce que beaucoup de métiers sont complètement inconnus. Et puis enfin, peut-être sur la terminale, je parlais tout à l'heure pour des élèves qui se destinent après la terminale vers le monde professionnel, on aura 8 semaines on a 8 semaines de stage aujourd'hui, on va passer à 12 semaines de stage, possiblement. 12 semaines de stage. Aujourd'hui, c'est 8 semaines qui sont coupées, 4 semaines qui sont coupées enfin 8 semaines qui sont coupées en 2, pardonnez-moi, 4 semaines. Aujourd'hui, on fera en sorte que cette formation soit de 8 semaines, ce qui va laisser l'élève davantage en entreprise, ce qui va lui permettre de travailler et d'apprendre mieux son métier, que la période de formation soit beaucoup plus riche pendant 8 semaines qu'elle ne l'était avec 8 semaines coupées en 2. Cette période donc, de stage, de formation qui va être donc rémunérée, est-ce qu'elle va pousser davantage les élèves à privilégier finalement la rémunération, même si elle est faible, disons-le, mais enfin c'est une rémunération malgré tout, plutôt que de privilégier d'éventuelles études supérieures? Très franchement, j'ai pas le sentiment que le risque soit là. S'ils veulent privilégier la rémunération, autant devenir apprenti, enfin, d'une certaine manière. Non, je pense que c'est une juste reconnaissance, et ça va contribuer à rendre le lycée professionnel peut-être un peu plus attractif, notamment pour des élèves qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, parce que on est d'accord, quand on regarde l'indice de position sociale au sein des lycées professionnels, on voit bien que beaucoup d'élèves sont issus de milieux sociaux défavorisés. Donc je crois que c'est de nature à renforcer l'attractivité. Je ne suis pas du tout sûr que des élèves se disent je vais aller en lycée professionnel parce que je vais toucher 50 euros en première année de plus par semaine. Non, pas dans ce sens-là, mais plus davantage dans le sens de je vais privilégier les stages plutôt que finalement la formation purement académique. Je rappelle quand même qu'il n'y a toujours pas de philo dans l'enseignement pro. Ça dépend où. Alors si, ça y est ? Oui, on a réussi ici ou là, sous la mandature de Jean-Michel Blanquer, à pouvoir permettre aux établissements qui le veulent d'enseigner la philosophie à hauteur d'1 heure par semaine. Et donc non, on a des exemples et ça fonctionne plutôt bien. Mais donc, tant mieux. Mais écoute pas. Cette image dont on parle, effectivement, l'image de la voie de garage, qui est une image évidemment insupportable pour nous trois, mais pour tous ceux finalement qui parlent d'éducation de manière générale. Lorsqu'on parle aux Français et qu'on les interroge sur la voie professionnelle, tous disent globalement « Oh mais pourquoi pas, bien sûr, évidemment, j'ai aucune mauvaise image, mon enfant s'il veut y aller, je serais ravie ». Et puis dans la réalité, sur le terrain, c'est faux. C'est faux, on le dit, on le voit. Souvent, c'est un non-choix.
finalement l'élève est guidé. Comment faire pour justement que tout cela s'inverse, si ce n'est pas effectivement toutes les annonces que vous venez de faire, mais pour que cette image réellement change? Est-ce qu'il ne faut pas passer aussi par une formation différente de ces enseignants et justement cette orientation qui est essentielle? Parce que l'orientation aujourd'hui, elle est faite par qui finalement en troisième? Elle est faite par le conseil de classe, par les professeurs de collège et par les conseillers d'orientation qui ont pu voir les élèves. Mais là aussi, on manque de personnel pour voir tous les élèves qui sont en difficulté. Donc elle se fait à l'arrache, pour être clair. Et en particulier pour les jeunes filles à la sortie de troisième, où majoritairement, parce qu'elles n'arrivent pas, alors qu'elles ont demandé à aller au lycée général et technologique, elles sont orientées systématiquement dans les lycées tertiaires et parfois dans des formations qui ne sont pas insérantes à l'emploi, mais uniquement insérantes à l'enseignement supérieur. Donc je crois qu'on ne pourra valoriser l'enseignement professionnel que quand le lycée professionnel ne sera plus là, le réceptacle que des difficultés. Quelques chiffres. 75% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne est en lycée professionnel. 75% des lycéens en situation de handicap sont en lycée professionnel. Les mêmes pourcentages pour les élèves allophones. C'est-à-dire parce que ces personnels qui ont été cette fois-ci loués dans le discours du président de la République, et c'est une bonne chose, savent faire avec la difficulté depuis 20 ans. Dès qu'il y a une difficulté, c'est le lycée professionnel qui peut résoudre ces difficultés. On n'y arrive plus. Donc c'est simple, il faut peut-être la découverte professionnelle, l'initiation à l'économie locale, faire en sorte qu'on repère les difficultés des jeunes très tôt, dès le collège, pour donner un minimum culturel et un minimum en enseignement général. Ce qui pose la question, c'est quoi le minimum culturel? Et cette question-là, pour l'instant, elle n'est pas posée. J'aimerais qu'on la pose. Et qu'on arrive en fin de troisième et qu'on ait découvert un nombre de métiers, pourquoi pas, de se découvrir un talent spécifique et de dire, ben oui, j'ai envie de faire de la cuisine. Mais ce n'est plus où j'ai envie d'aller dans une section numérique ou en comptabilité parce que je suis allé voir et je suis bien au courant. Bref, une orientation qui va se faire au long cours, donc parce qu'on parle d'enfants. Donc il n'est pas question de mettre des paliers d'orientation bien plus jeunes, mais d'exprimer une découverte de tous ces métiers. Et on pourra alors travailler sur l'orientation choisie et non plus l'orientation subie. Cette orientation dont vous parliez tout à l'heure également, Christophe Marion, effectivement c'est un vrai sujet aussi pour le gouvernement et pour le ministre Pap Ndiaye. Cela veut dire que ce ne seront pas que aux professeurs principaux et finalement à ceux qui peuvent ce jour-là parce qu'ils sont disponibles, qu'ils ont le temps, etc., pouvoir aider à l'orientation, parce que nous aussi on pouvait le faire en tant qu'oncle, cousin, papa, maman, etc., se dire tiens c'est peut-être bien pour toi, etc., machin, ou en tant qu'enseignant, mais finalement c'est quand même un vrai métier et il faut une pédagogie pour ça, il faut une formation pour pouvoir orienter. Est-ce qu'il y a un budget qui va être alloué précisément pour ce point? Alors, moi, il y a plusieurs choses. D'abord, changer le regard sur les métiers, c'est pas que l'éducation nationale qui peut réussir à faire ça, c'est aussi l'ensemble de la société. Quand on voit la réussite des émissions autour du meilleur cuisinier du monde ou le plus grand des boulangers ou je ne sais quoi... Qui sera le prochain grand pâtissier? Qui sera le plus grand pâtissier? Vous voyez immédiatement les conséquences que ça peut avoir dans les lycées hôteliers notamment. Il y a une nouvelle image que la société porte sur ces métiers et évidemment c'est de nature à donner envie d'y aller. Quand on aura le meilleur plombier, quand on aura, je crois qu'on aura gagné aussi. Donc il y a vraiment le regard de la société qui est important et vous, médias, avez un rôle à jouer aussi là-dedans. Ensuite, moi je voudrais qu'il y ait beaucoup plus que les choses soient plus perméables. C'est-à-dire qu'on ait des professeurs de lycée professionnel qui viennent en collège, en 5e, pour venir présenter les métiers, dans le cadre des périodes de découverte des métiers qui vont être institutionnalisées, qui commencent déjà sous forme d'expérimentation. C'est aussi le mentorat en fait. Oui, c'est aussi une forme de mentorat, mais c'est aussi permettre finalement de casser ces frontières qui existent, y compris chez les personnels. Aujourd'hui, entre le collège, le lycée professionnel, le lycée général, pourquoi pas, voire même les BTS, qu'on ait des enseignants de lycée professionnel qui aillent dans les BTS, notamment pour voir des élèves qui peuvent être en décrochage, parce qu'on a des élèves qui abandonnent en cours d'études supérieures, des élèves de lycée professionnel. 1 sur 3, j'ai lu. Donc... Voilà, moi je suis vraiment favorable. Et alors, vous me parliez de moyens. Je sais que le mot risque de faire réagir mon Pascal Vivier. Voilà, ouais. Pascal Vivier. Le pacte doit servir à ça aussi, c'est-à-dire permettre de rétribuer davantage des enseignants qui, au fond, décideraient ou choisiraient de sortir peut-être... Gagner plus pour travailler plus? Alors,
de sortir de la formation qu'ils dispensent aujourd'hui, peut-être pour faire davantage de choses et en étant rétribué jusqu'à 7 500 euros. Ce qui est à peu près normal. A priori, si tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Bon, ça ne me paraît pas délirant. Jusqu'ici, ça bon, d'accord. Mais est-ce qu'en revanche, le principe est bon? C'est la dernière question. Si c'est travailler plus pour gagner plus, on n'a plus le temps, nous, de trouver du temps pour travailler plus. En revanche, toutes les missions qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, on les fait déjà. Forum des métiers, salon des métiers, information auprès des jeunes collégiens sur les formations. Donc j'allais dire, si le pacte c'est pour tous les professeurs de lycée professionnel, banco, ça serait vraiment de dire cette fois-ci concrètement, oui, vous êtes des enseignants spécialisés, excellents, j'ai confiance en vous, donc moi j'attends de voir. Et ben voilà, on attend de voir. Merci à vous deux en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle, Christophe Marion, que vous êtes député Renaissance du Loir-et-Cher et Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA. Merci à vous. Merci à vous deux et vive la voix pro.